En 1992, Hollywood a perdu son légendaire carabinier, mais Chuck Connors a laissé derrière lui bien plus qu'une simple série télévisée. De son rôle secret dans la diplomatie de la guerre froide à ses liaisons choquantes qui ont failli ruiner sa carrière, Connors a vécu une vie aussi dramatique que n'importe quel western. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, la vérité éclate enfin. Comment un joueur de baseball de Brooklyn est devenu un héros soviétique? Pourquoi ces 3 mariages se sont soldés par un scandale et le sombre secret qu'il a gardé jusqu'à ses derniers jours? Chuck Connors est né sous le nom de Kevin Joseph Aloysius Connors le 10 avril 1921 à Brooklyn, New York. Ses parents, Alan et Marcella Connors, étaient des immigrants irlandais qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille pendant les périodes difficiles de la Grande Dépression. Le père de Chuck travaillait comme docker et sa mère acceptait de petits boulots pour joindre les deux bouts. La vie n'était pas facile, mais elle a appris à Chuck la valeur du travail acharné. Chuck a grandi dans un quartier ouvrier et a passé beaucoup de temps à faire du sport au Bay Ridge Boys Club. Il adorait le baseball et rêvait de jouer un jour pour les Brooklyn Dodgers. À 14 ans, la vie de Chuck a pris un tournant. Son talent pour le sport a attiré l'attention des recruteurs et il s'est vu offrir une bourse d'études sportives à la Delphi Academy, un lycée privé de Brooklyn. C'était une grande opportunité pour lui et il en a profité au maximum à Adelphi. Il a excellé dans de nombreux sports, le baseball, le basketball, le football et même l'athlétisme. Sur le terrain de baseball, Chuck était un excellent joueur de première base et, en 1939, il fut nommé l'un des meilleurs joueurs de lycée de Brooklyn. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Chuck a eu plus de 25 universités qui lui ont offert des bourses d'études sportives. Il a choisi l'université Seton Hall dans le New Jersey, où il a joué au basketball et au baseball. Sur le terrain de basket, il était pivot remplaçant, utilisant sa taille et sa défense pour aider l'équipe à gagner. Mais c'est au baseball qu'il s'est vraiment distingué. Lors d'un match mémorable en 1942, Chuck a frappé 2 home runs et obtenu 6 points produits, attirant l'attention des recruteurs professionnels. C'est à cette époque que Chuck a finalement obtenu le surnom qu'on lui connaît. Lorsqu'il jouait en première base, il criait « Lance-le-moi » et le nom lui est resté. Les années d'université de Chuck ont été interrompues par la Seconde Guerre mondiale. En 1942, il s'engage dans l'armée et suit une formation à Fort Knox. En raison de sa taille et de ses qualités athlétiques, il est choisi pour être instructeur de guerre de chars. Il travaille ensuite à West Point, où il entraîne des soldats et même des joueurs de football célèbres, qui remportent des championnats nationaux. Malgré son service militaire, Chuck est resté proche du sport. Il a joué au baseball semi-professionnel à Brooklyn pendant son temps libre, et a même joué au basketball professionnel dans l'American Basketball League. Après avoir servi 3 ans dans l'armée, Chuck a été honorablement libéré en 1946. Après avoir quitté l'armée, il rejoint les Celtics de Boston lors de leur toute première saison en 1946, mesurant 1,95 mètres. Il joue au poste d'attaquant et de pivot. Connors joue 49 matchs cette saison-là, marquant en moyenne 45 points par match. Son meilleur match eut lieu le 13 décembre 1946, lorsqu'il marqua 15 points lors d'une victoire serrée contre les Steamrollers. Mais sa carrière de basketteur ne dura pas longtemps. En février 1947, après seulement quelques mois avec les Celtics, Connors partit pour poursuivre un autre rêve, le baseball. Le 1er mai 1949, il a eu sa grande chance avec les Dodgers de Brooklyn. Mais ça n'a pas bien commencé. Lors de son seul et unique match avec les Dodgers, Connors a frappé dans un double jeu et l'équipe a perdu. Au lieu d'abandonner, il a travaillé dur dans les ligues mineures, jouant pour des équipes comme les Royals de Montréal. En 1951, il revient dans les ligues majeures avec les Cubs de Chicago. Cette saison-là, il joue 66 matchs et connaît de grands moments. Le 18 juillet 1951, il frappe son premier coup de circuit contre les Giants de New York. Un mois plus tard, le 26 août, il en a frappé un autre, toujours contre les Giants. À la fin de la saison, Connors avait 48 coups sûrs et une moyenne au bâton de 239, pas mal pour quelqu'un qui partageait son temps entre 2 sports. L'histoire hollywoodienne de Chuck Connors a commencé de la manière la plus inattendue qui soit.
En 1952, il joue au baseball pour les Los Angeles Angels, une équipe de ligue mineure. Un après-midi ensoleillé, lors d'un match contre les Sacramento Solons, quelque chose d'inhabituel se produit. Chuck frappe un énorme home run. Ce n'était pas n'importe quel home run. Il a franchi la clôture et a attiré l'attention de quelqu'un dans la foule. Billy Gordon, un directeur de casting de la MGM. Billy ne pouvait ignorer la silhouette grande et forte de Chuck et son visage rugueux. Après le match, il est entré directement dans le vestiaire et a tendu sa carte à Chuck. Il lui a dit qu'il devrait songer à jouer la comédie. Mais Chuck ne l'a pas pris au sérieux. Il se consacrait au baseball et ne se voyait pas comme un acteur. Puis, quelques semaines plus tard, Chuck s'est blessé pendant un match. Ce n'était pas grave, mais cela lui a donné le temps de réfléchir. Par curiosité, il a décidé de se rendre chez MGM pour voir ce qu'était ce métier d'acteur. À sa grande surprise, ils lui ont tout de suite proposé un test d'écran. Il a tenté sa chance et ils ont aimé ce qu'ils ont vu. 3 jours plus tard, Chuck signait son premier contrat à Hollywood. Cette décision rapide changea sa vie pour toujours. Son premier rôle fut dans un film intitulé Pat and Mike, une comédie romantique mettant en vedette 2 grandes stars hollywoodiennes, Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Le rôle de Chuck était modeste. Il représentait néanmoins un moment important pour quelqu'un qui venait de commencer à jouer. Le premier jour de tournage. Chuck était à la fois excité et nerveux. Il est arrivé tôt et a passé des heures à se préparer. Sa scène n'a eu lieu que tard dans la nuit. Mais lorsque les caméras ont finalement tourné, il l'a réussi en seulement 2 prises. Spencer Tracy l'a même pris à part après coup et lui a dit « Tu as quelque chose. Tiens bon. » Ces mots ont eu une grande importance pour Chuck et lui ont donné la confiance nécessaire pour continuer. Après cela, Chuck s'est lancé à corps perdu dans le métier d'acteur. Il a accepté tous les rôles qu'il a pu trouver, petits ou grands. Entre 1952 et 1958, il est apparu dans plus de 20 films. L'un de ses premiers rôles les plus mémorables a été celui de Bern Sanderson dans Old Yeller de Disney, 1957. Le film a été un énorme succès et a permis à Chuck de se faire encore plus remarquer. Il est également apparu dans des films comme Trouble Along the Way avec John Wayne et The Big Country, où il a joué aux côtés de Gregory Peck et Charlton Heston. Chaque rôle l'a aidé à s'améliorer en tant qu'acteur et à bâtir sa réputation. En plus de son travail au cinéma, Connors a fait de fréquentes apparitions à la télévision, apparaissant dans 18 émissions de télévision différentes au cours de cette période. À l'époque, il était rare pour les acteurs de concilier cinéma et télévision. Mais l'éthique de travail et la polyvalence de Connors lui ont permis de réussir dans les 2 domaines. Ces 6 années de travail acharné, de rôles divers et de temps d'écran totalisant plus de 400 minutes l'ont préparé au prochain chapitre de sa carrière. Chuck Connors est devenu célèbre grâce à son rôle de Lucas McCain dans The Rifleman. Mais cela n'est pas arrivé tout de suite. En 1957, Connors a joué un père dans Old Yeller de Disney. Les producteurs de The Rifleman ont vu sa performance et ont pensé qu'il était parfait pour leur série. Au début, Connors a refusé car le salaire était inférieur à ce qu'il gagnait en faisant d'autres rôles d'acteur. Mais les producteurs le voulaient vraiment. Alors ils lui ont proposé plus d'argent et lui ont même donné 5% des parts de la série. Cela l'a convaincu d'accepter le rôle. Une fois le casting de Connors conclu, il a commencé à s'entraîner pour se préparer. Il a pratiqué l'équitation et a appris à faire des tours et à tirer avec un fusil de manière à ce qu'il ait l'air cool devant la caméra. Il a travaillé avec un expert en armes à feu nommé Rod Redwin pour maîtriser les mouvements. Connors s'est tellement entraîné que ses mains sont devenues douloureuses et couvertes d'ampoules. Mais il n'a pas arrêté avant d'avoir réussi à le faire correctement. La série a été diffusée pour la première fois le 30 septembre 1958 et a immédiatement séduit le public. Plus de 14 millions de téléspectateurs ont suivi le premier épisode. Le personnage de Connors, Lucas McCain, était dur mais également gentil, surtout avec son fils Mark, joué par Johnny Crawford. Le lien père-fils est devenu l'un des éléments les plus appréciés de la série. Les critiques ont déclaré que Connors avait fait un travail remarquable en montrant à la fois force et émotion. Le fusil dans la série était également un élément important. Ce n'était pas un simple fusil, c'était un Winchester 1892 qui avait été modifié pour le rendre unique. Le levier était extra large pour que Connors puisse le faire tourner de manière voyante pour armer le fusil.
Ce mouvement rotatif est devenu sa signature et a été montré au début de chaque épisode. Le fusil pouvait également tirer très vite grâce à une vis spéciale sur la gâchette. Cela donnait lieu à des scènes passionnantes où McCain pouvait surpasser un groupe de méchants en quelques secondes. Le fusil était si populaire que Winchester a ensuite fabriqué un modèle similaire pour les fans dans la vraie vie. Mais la série ne se résume pas qu'à l'action. Ce qui rend The Rifleman différent, c'est l'accent mis sur la famille. Lucas McCain est un père veuf qui élève seul son fils dans le Far West. À l'époque, ce genre de situation n'était pas courant à la télévision, où la plupart des familles étaient représentées avec les deux parents. La série explorait souvent les défis auxquels Lucas était confronté en tant que père et protecteur. Dans un épisode, il avait du mal à laisser Mark témoigner au tribunal parce qu'il s'inquiétait pour la sécurité de son fils. Dans une autre série, Lucas a dû contrôler sa propre colère tout en enseignant à Mark comment gérer ses émotions. La relation entre Lucas et Mark semblait réelle et a touché de nombreux téléspectateurs. Des pères célibataires, en particulier, ont écrit des lettres à Connors pour le remercier de lui avoir montré qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs difficultés. Un veuf a écrit « Votre émission m'a donné le courage de continuer. » Chuck Connors n'était pas seulement la star de The Rifleman. Il avait aussi un grand rôle en coulisses. À partir de la 2e saison, il a commencé à assister aux réunions avec les scénaristes. Il a proposé des idées d'histoire et certaines d'entre elles sont devenues des épisodes préférés des fans. L'un d'entre eux, The Photographer, a été inspiré par une expérience que Connors a eue avec un fan surexcité pendant sa carrière de baseball. Connors a également veillé à ce que les dialogues correspondent au personnage de Lucas McCain. Il voulait que McCain ressemble à un véritable éleveur de bétail de l'époque. Il a donc souvent réécrit les dialogues pour y inclure de l'argot à l'ancienne. Connors a également tenu à ce que McCain soit un personnage auquel on puisse s'identifier. Il ne voulait pas que McCain apparaisse comme un héros parfait. Au lieu de cela, il a insisté sur des scénarios qui montraient les défauts et les luttes morales de McCain. Dans un épisode, Waste, McCain tue accidentellement un homme innocent. Connors s'est battu pour cette histoire parce qu'il pensait qu'il était important de montrer la lourde responsabilité que représente le port d'un fusil. Connors a également fait appel à des invités vedettes comme son ancien, coéquipier de baseball Duke Snider, et a aidé des acteurs prometteurs à faire leur début, notamment Dennis Hopper, qui est apparu dans l'épisode pilote. À la fin de la saison, Connors avait tellement d'influence qu'il a été crédité comme consultant scénaristique sur certains épisodes. Il a même coécrit la finale en 2 parties de la série, en veillant à ce qu'elle résolve les derniers détails et revisite les anciens personnages. The Rifleman est devenu la 4e série la plus regardée à la télévision dès sa première saison. Un exploit énorme compte tenu de la rude concurrence. La première a eu lieu le 30 septembre 1958 et atteint 146 millions de foyers avec une cote Nielsen de 331. La relation père-fils a attiré de nombreux téléspectateurs, tandis que les séquences d'action palpitantes en ont captivé d'autres. En février 1959, 78% des téléspectateurs ont déclaré avoir regardé la série pour le lien familial, tandis que 92% des téléspectateurs masculins âgés de 18 à 49 ans ont apprécié l'action. Le succès de la série a donné lieu à des produits dérivés tels que des fusils jouets, des boîtes à lunch et des bandes dessinées, générant 2 millions de dollars de ventes dans les 3 mois suivant sa première diffusion. Elle a également remporté 3 nominations aux Emmy Awards lors de sa première saison et elle est restée populaire tout au long de ses 5 années d'existence, se classant même 27 lors de sa dernière saison. Des décennies plus tard, les rediffusions de The Rifleman attirent toujours les fans. Une enquête MeTV de 2018 a montré que la série restait la préférée des téléspectateurs de 55 ans et plus. Après la fin de The Rifleman en 1963, Chuck Connors a dû faire face à un défi de taille. Le rôle de Lucas McCain l'avait rendu célèbre, mais il l'avait aussi enfermé dans l'image d'un héros de western. La série avait duré 5 saisons et 168 épisodes, et les téléspectateurs ne parvenaient pas à séparer Connors de son personnage. Cette typologie devenait un problème. Connors voulait prouver qu'il pouvait jouer d'autres rôles. Il a donc refusé de nombreuses offres de western. En fait, il a refusé 8 pilotes de westerns télévisés en seulement 2 ans après The Rifleman.
Bien qu'il espérait que cela lui ouvrirait de nouvelles opportunités, cela a en fait ralenti sa carrière pendant un certain temps. Pour rompre avec son image de cowboy, Connors a tenté quelque chose de très différent dans le film Move Over, Darling de 1964. Il a joué un banquier strict et formel aux côtés de Doris Day et James Garner. C'était un grand changement par rapport à ses rôles de cowboy, mais le film ne l'a pas beaucoup aidé. Les producteurs et les directeurs de casting le voyaient toujours comme Lucas McCain, et même lorsqu'il auditionnait pour des rôles non occidentaux, il disait souvent qu'il semblait trop occidental. En 1965, Connors était tellement frustré qu'il envisagea d'arrêter sa carrière d'acteur et de revenir au sport professionnel. Malgré ses difficultés, Connors a trouvé de nouvelles opportunités dans 2 émissions de télévision qui lui ont permis de montrer différentes facettes de son talent d'acteur. Don's Arrest and Trial, 1963-1964. Connors incarne John Egan, un avocat de la défense. La série est en avance sur son temps. Chaque épisode de 90 minutes étant divisé en 2 parties. L'enquête menée par un détective et le drame judiciaire avec Connors dans le rôle de l'avocat. Vêtu d'un costume au lieu d'une tenue de cowboy, Connors a montré qu'il pouvait jouer un personnage raffiné et intellectuel. Les critiques ont salué sa performance, mais la série a été annulée après seulement 1 saison. En 1965, Connors est revenu à un western avec Branded. Mais cette fois-ci, l'histoire était unique. Il y incarnait Jason McCord, un officier de cavalerie faussement accusé de lâcheté et renvoyé de l'armée. La série se concentrait sur le parcours de McCord pour laver son nom et regagner son honneur. Elle a duré 2 saisons avec 48 épisodes et a donné à Connors l'occasion de jouer un personnage plus complexe et plus émotionnel que ses précédents héros simples. La performance la plus puissante de Connors a eu lieu en 1977 lorsqu'il a joué Tom Moore dans la mini-série révolutionnaire Roots. La série suit l'histoire d'une famille afro-américaine, de l'esclavage jusqu'à nos jours. Connors incarne un propriétaire de plantation cruelle, un rôle complètement différent de son passé. Sa performance effrayante montre les réalités brutales de l'esclavage sans transformer Moore en caricature. La série a rencontré un énorme succès, son dernier épisode ayant été regardé par près de 100 millions de téléspectateurs. Son rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards, un honneur rare qui a mis en valeur sa capacité à incarner des personnages difficiles et controversés. Dans la dernière partie de sa carrière, Connors est apparu dans des films de série B et des spots télévisés. L'un de ses rôles les plus mémorables fut celui du film d'horreur Tourist Trap, 1979. Il y incarnait Slauson, un propriétaire de musée effrayant entouré de mannequins sinistres. Le film n'a pas eu beaucoup de succès au début, mais est ensuite devenu un classique culte. Connors a également joué des rôles inhabituels, comme celui de combattant des extraterrestres dans le film de science-fiction à petit budget The Daytime Ended 1980. À la télévision, il a fait des apparitions dans des séries populaires comme Fantasy Island, The Love Boat at Murder, She Wrote. Dans la série d'action horrifique Werewolf, 1987-1988, il a joué le méchant Janos Skorzeny, montrant ainsi un côté plus sombre de son jeu d'acteur. La vie personnelle de Chuck Connors était pleine d'amour, de chagrin et de drame, à l'image des personnages qu'il incarnait à l'écran. Il s'est d'abord marié à Elizabeth Jane Riddell, Al Betty, un mannequin de Montréal, au Canada. Ils se sont rencontrés en 1948 lors d'un des matchs de baseball de Chuck, alors qu'il jouait pour les Royals de Montréal. Betty venait d'une famille riche et leur histoire d'amour a rapidement évolué. Ils se sont mariés le 1er octobre 1948 alors que Chuck n'avait que 27 ans et était encore en train de réfléchir à sa carrière. Ensemble, ils ont eu 4 fils, Michael, Jeffrey, Stephen et Kevin. Au début, tout semblait parfait. Mais lorsque la carrière d'acteur de Chuck a décollé, notamment après avoir décroché The Rifleman en 1958, les choses ont commencé à se gâter. Il a été absent pendant de longues périodes, pour tourner et travailler. Et des rumeurs selon lesquelles il aurait été infidèle ont commencé à se répandre, dans les coulisses. Leur relation est devenue tendue. En 1960, et un Betty découvre qu'il a une liaison avec une actrice sur l'un de ses plateaux de tournage. Ce sera le point de rupture pour elle. Elle demande le divorce, qui sera prononcé en 1962.
Bien qu'il soit resté poli en public, il a été révélé plus tard que Betty avait menacé de révéler ses liaisons à moins que Chuck n'accepte ses conditions lors du divorce. Le second mariage de Chuck a eu lieu en 1963 lorsqu'il a épousé Kamala Devi, une actrice qu'il avait rencontrée sur le tournage de Geronimo. Kamala est née à Mumbai, en Inde, et son héritage mixte indien et britannique a fait de leur mariage une expérience remarquable à Hollywood à une époque où les relations interraciales étaient encore rares. Ils ont travaillé ensemble dans de nombreuses séries et films, comme Branded et Cowboy in Africa, et les gens ont admiré leur forte connexion à l'écran et en dehors. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles entre eux. Kamala voulait que Chuck tente des rôles plus sophistiqués, mais Chuck pensait que c'était son image de cowboy robuste qui faisait son succès. Cette différence d'objectif a provoqué des tensions. Le mariage a également connu des difficultés en raison de la réputation d'infidélité de Chuck. Malgré leur passion initiale, les choses ont commencé à se dégrader et en 1972, après 9 ans de vie commune, ils ont divorcé. Leur dernier film ensemble s'intitulait The Proud and Damned, qui semblait être un triste reflet de leur propre relation à l'époque. Le troisième mariage de Chuck fut le plus court et peut-être le plus controversé. Il a rencontré Faith Quabius sur le tournage de Soleil Vert en 1973 où elle avait un petit rôle. Faith était beaucoup plus jeune que Chuck, 33 ans plus jeune. Pour être exact, ils se sont mariés le 7 septembre 1977 lors d'une cérémonie privée au Mexique. Chuck, alors âgé de 56 ans, plaisantait en disant qu'ils avaient tellement joué le rôle de mari et femme sur scène qu'ils avaient décidé de concrétiser leur union. Mais leur mariage n'a duré que 3 ans. En 1980, ils ont divorcé. Faith a ensuite accusé Chuck d'avoir été violent pendant leur mariage, imputant son comportement à son alcoolisme. Chuck a nié les allégations, mais celles-ci ont porté atteinte à son image publique. Tout au long de sa vie, Connors a été suivi par des rumeurs de liaisons extra-conjugales et de relations tumultueuses. Au cours de son premier mariage, des rumeurs d'infidélité ont commencé à circuler, et elles ne l'ont jamais quitté. Une femme a affirmé avoir eu une liaison à long terme avec Connors dans les années 1960 et a affirmé qu'il était le père de son enfant, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Sur le tournage, la nature séductrice de Connors est devenue bien connue. L'actrice Joan Crawford a dit un jour qu'il pouvait charmer les oiseaux qui se cachent dans les arbres, mais qu'il ne pouvait pas rester fidèle. Sa réputation lui a même coûté des opportunités professionnelles, certaines actrices refusant de travailler avec lui. Dans un incident tristement célèbre survenu en 1975, Connors aurait été surpris dans une situation compromettante avec une jeune actrice lors d'une fête. Le scandale a été étouffé, mais il aurait perdu un rôle important au cinéma. Ses enfants issus de son premier mariage ont parlé de la pression que son style de vie faisait peser sur leur famille. Jeffrey Connors a confié plus tard que son père était toujours à la recherche de sensations fortes, ce qui affectait tout son entourage. Malgré les controverses, Connors a rarement répondu aux rumeurs. Vers la fin de sa vie, il a déclaré « J'ai vécu ma vie selon mes propres conditions. Certains pourraient ne pas approuver, mais je n'ai aucun regret. » Chuck Connors avait des opinions politiques fortes qui lui ont permis de se démarquer à Hollywood. En 1967, alors que la plupart des gens à Hollywood étaient contre la guerre du Vietnam, Chuck a participé à un défilé en faveur de la guerre à New York. Beaucoup l'ont loué, mais d'autres l'ont critiqué. Chuck ne se contentait pas de parler de ses convictions. Il travaillait dur pour les défendre. Il a aidé les candidats républicains, notamment Barry Goldwater, lors de l'élection présidentielle de 1964. Cela a nui à sa carrière, mais Chuck s'en fichait. Il a dit un jour « Je préfère perdre mon travail que de renoncer à mes principes. » En 1972, on lui a même proposé de se présenter aux élections au Congrès. Mais il a décidé de rester acteur. La guerre du Vietnam a suscité de nombreuses polémiques à Hollywood. Mais Chuck est resté fidèle à ses idées. Il a soutenu la guerre et n'était pas d'accord avec les manifestants. En 1967, il a défilé avec d'autres pour soutenir les troupes américaines. Il a dit « Nous combattons le communisme là-bas, donc nous n'avons pas à le combattre ici. » Cela n'a pas plu à beaucoup de gens à Hollywood, et il s'est même disputé avec ses partenaires à ce sujet. Lors du tournage de Soleil Vert, il a eu une discussion animée avec Charlton Heston à propos de la guerre. Chuck ne s'est pas contenté de parler.
Il a montré son soutien en se rendant à plusieurs reprises au Vietnam entre 1968 et 1972. Après la guerre, Chuck était triste de voir à quel point les vétérans étaient maltraités. Il a déclaré qu'ils méritaient des défilés, pas des manifestations, et que le pays les avait laissés tomber. L'une des choses les plus surprenantes dans la carrière de Chuck était à quel point l'Union soviétique aimait son émission, The Rifleman. Dans les années 1960 et 1970, lorsque les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient élevées, The Rifleman est devenu l'une des rares émissions américaines autorisées à la télévision soviétique. Les gens adoraient son personnage, Lucas McCain, parce qu'il était un père fort et qu'il défendait la justice. En 1973, près de 250 millions de Soviétiques regardaient la série. Même Leonid Brezhnev, le dirigeant soviétique, était un grand fan. Lors de sa visite à Washington en 1973, Brezhnev a demandé à rencontrer Chuck Connors. Cette rencontre a donné lieu à quelque chose d'incroyable. Plus tard dans l'année, Brezhnev a invité Chuck à visiter Moscou. Chuck est resté 2 semaines et a été traité comme une grande star. Il a rencontré Brezhnev au Kremlin, et les deux hommes ont même eu une compétition amusante avec les armes que Chuck lui avait offertes plus tôt. Chuck est également allé à une projection spéciale de The Rifleman, où les fans se sont déchaînés pour obtenir son autographe. Au cours de ce voyage, Chuck a tourné un documentaire intitulé Peace and Friendship, qui a été diffusé à la télévision soviétique devant des millions de téléspectateurs. Le documentaire montrait Chuck rencontrant des citoyens soviétiques ordinaires et discutant de la façon dont les Américains et les Soviétiques pouvaient s'entendre. Un an avant sa mort, Connors a eu un dernier rôle spécial. Le 3 novembre 1991, il apparaît dans un téléfilm intitulé The Gambler Returns, The Luck of the Draw, avec Kenny Rogers dans le rôle principal. Connors y interprète son personnage le plus célèbre, Lucas McCain de The Rifleman, pour une scène courte mais mémorable. Il porte la tenue classique de McCain et tient la célèbre carabine Winchester. Dans cette scène, McCain défie le joueur à un concours de tir. Même si la scène ne dure qu'environ 90 secondes, elle rappelle à Connors son rôle préféré. Les fans étaient ravis de le voir incarner McCain une dernière fois. Le moment était d'autant plus spécial que Johnny Crawford, qui jouait son fils Mark dans The Rifleman, apparaissait également dans le film. Ils ont eu une scène courte mais touchante ensemble, qui a fait le bonheur des fans de longue date. Le film a reçu de bonnes audiences et a été une façon parfaite de dire au revoir au rôle le plus célèbre de Connors. En 1992, alors qu'il avait 71 ans, les médecins ont découvert qu'il souffrait d'un cancer du poumon. Cela était probablement dû au fait qu'il fumait beaucoup, jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. Les fans ont été choqués car Connors a toujours été considéré comme un homme fort et en bonne santé. Au début, il n'a parlé à personne de sa maladie et a continué à faire des apparitions publiques. Mais en octobre 1992, son état s'est aggravé. Le 28 octobre, il a été emmené au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles parce qu'il souffrait également d'une pneumonie, ce qui a aggravé la situation. Il y est resté 13 jours, luttant contre la maladie pendant que les médecins essayaient tout ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, le 10 novembre 1992, Connors est décédé. La cause du décès était un cancer du poumon, avec une pneumonie comme facteur principal. Sa mort a attristé de nombreuses personnes, et les hommages ont été rendus par ses partenaires, ses athlètes et ses fans qui l'aimaient. Connors a laissé derrière lui un héritage puissant. Son émission, The Rifleman, est toujours appréciée des fans et continue d'être diffusée à la télévision aujourd'hui. Il a contribué à façonner la manière dont les pères célibataires étaient représentés à la télévision et a inspiré d'autres westerns. Connors a également marqué l'histoire du sport. Il était l'un des 13 joueurs à avoir joué à la fois dans la Ligue majeure de baseball, MLB, et dans la National Basketball Association, NBA. En 1946, alors qu'il jouait pour les Celtics de Boston, il devint le premier joueur à briser un panneau au cours d'un match. Cela s'est produit avant le premier match à domicile des Celtics. Pendant l'échauffement, la carrière de baseball de Connors fut courte, mais il eut un impact sur d'autres plans. En 1966, il a contribué à résoudre un conflit contractuel entre 2 lanceurs des Dodgers de Los Angeles, Sandy Koufax et Don Drysdale. Ce fut un moment important qui a donné plus de pouvoir aux joueurs du baseball.